Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour parler RSE, transition écologique et économie responsable. À mes côtés, comme tous les jours, Émilie Kovacs, fondatrice et rédactrice en chef du média Ecopo. Bonjour Émilie. Bonjour Eva, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. Alors au sommaire aujourd'hui, nous parlerons pharmacie et développement durable avec Pierre-Alexandre Mouret, le directeur des opérations et de la stratégie de Pharmavie. Notre débat RSE porte aujourd'hui sur l'eau en France. Quelles solutions aux pénuries d'eau? Nous verrons ça avec Frédéric Van Hems, qui est directeur général Eau France de Veolia, et Éric Tardieu, qui est directeur général de l'Office national, international d'ailleurs de l'eau. Pour en parler sur le plateau, nous découvrirons aussi la première bande dessinée dédiée à l'ONG Sea Shepherd et à ses engagements. Et enfin, nous accueillerons sur le plateau Diane Semama, qui est fondatrice de Dream Act, pour parler consommation responsable. Mais tout de suite, les news avec Eva. Une fois de plus, ce sont les pays nordiques qui prennent la première position du dernier classement ESG des pays réalisé par RobecoSAM. Au total, 150 États ont été évalués selon leur respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et c'est la Suède qui occupe toujours la première place, suivie de la Norvège, de la Finlande, du Danemark et de l'Islande. Dans le détail, 11 pays européens ont obtenu un score ESG supérieur ou égal à 8 sur 10. En revanche, les pays émergents, notamment les nations africaines, sont le moins bien notés. Au total, 22 pays ont obtenu un score ESG inférieur ou égal à 4 sur 10. Selon le rapport, les deux plus grandes puissances économiques de la région, l'Afrique du Sud et le Nigeria, occupent respectivement la 89e et 135e place. La Commission européenne lance cette semaine et jusqu'au 28 octobre une consultation publique sur la mise en place d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Elle estime que les efforts de l'Europe pour devenir climatiquement neutre d'ici 2050 pourraient être sapés par le manque d'ambition de nos partenaires internationaux. Et cela signifierait donc un transfert de la production vers des pays moins stricts en matière d'émissions. Ce nouveau mécanisme permettrait alors de contrer ce risque en imposant un prix du carbone sur les importations de certains biens en provenance de l'extérieur de l'Union européenne. Ce mécanisme est aussi une des pistes envisagées pour financer le plan de relance européen. La Commission pourrait proposer une directive en ce sens au second trimestre de 2021. Et enfin, retour en France, le pays devra choisir quelle direction emprunter sur le plan énergétique après 2035, entre maintien d'une bonne part du nucléaire et passage à 100% de renouvelables. C'est ce qu'a déclaré hier la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Il faut que les citoyens aient des alternatives viables. Donc aujourd'hui, on étudie d'autres réacteurs qui pourraient être construits, mais on étudie aussi la solution où on arriverait à 100% de renouvelables, a-t-elle rajouté. Votée en septembre 2019, la loi énergie et climat, qui vise la neutralité carbone à l'horizon 2050, prévoit de réduire à 50% la part du nucléaire dans la production électrique d'ici à 2035, contre 70% actuellement. Et c'est maintenant l'heure de notre invité du jour. Notre invité du jour est Pierre-Alexandre Mouret. Il est directeur des opérations et de la stratégie de Pharmavie. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors on va parler de Pharmavie, qui est un réseau de pharmacies engagé. Comment ? Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà ce réseau de franchise de pharmacie ? Oui, tout à fait. Alors, Pharmavie, c'est 600 officines en France. Alors, ce n'est pas vraiment de la franchise, ce sont des adhérents. Ça fonctionne un peu comme certains circuits de distribution. Ce sont des entrepreneurs indépendants qui adhèrent à un groupement. Donc, nous sommes le groupement Pharmavie, 600 officines, 1,5 milliard de chiffre d'affaires. On va être encore un peu dans les chiffres, j'en suis désolé. 1,5 milliard de chiffre d'affaires. On fait partie d'un groupe européen qui s'appelle Phoenix Pharma, qui est le leader en Europe de la distribution de médicaments, avec 16 000 officines. Et nous, on en a donc 600 en France. Quelle est votre vision alors de l'engagement dans ce secteur de la santé, de la pharmacie ? Alors il est très récent puisque moi je viens du monde du retail, j'ai travaillé dans des enseignes comme Nature et Découverte, Yves Rocher,
où le développement durable, où le RSE était déjà très promu depuis très longtemps. Et le monde officinal est effectivement très en retard sur le sujet. Et il y a pourtant un lien très important entre la santé et l'environnement. Donc il était capital, effectivement, que dans les officines, on puisse développer une démarche RSE. Alors RSE sociétale avec l'association Pharmavie, qui permet d'accompagner dans les hôpitaux les enfants dans des démarches d'opération, etc., de préparation d'opérations et autres. Mais c'est aussi une démarche autre sociétale sur l'oncologie, puisqu'on a développé des corners OncoPharmavie pour accompagner une vraie problématique sociétale qui est le cancer, mais dans l'officine, et comment on approche effectivement le sujet avec les pharmaciens et la patientèle sur ce sujet-là, et bien évidemment les sujets écologiques, du vrac, du bio, etc., qu'on développe énormément aujourd'hui dans nos officines. Des engagements sociaux aussi auprès de vos salariés, ça c'est... Oui, moins aujourd'hui. C'est plutôt le sociétal. Qu'est-ce qui est prioritaire, effectivement. Pourquoi pas le social, puisque comme ce sont des entrepreneurs indépendants, on n'a pas la main, entre guillemets, sur les collaborateurs des officines, puisqu'ils sont rattachés aux patrons de ces officines, qui sont des indépendants. Donc le côté social est compliqué, mais sociétal, bien évidemment, oui, ça on le développe. Votre objectif principal, donc si j'ai bien compris, c'est peut-être le bien-être de la patientèle. Absolument. C'est bien s'occuper. Voilà, on est dans le sujet de la bienveillance, du bien-être, et surtout, si on reparle effectivement de l'oncologie, c'est de comment on accompagne à la fois les hommes et les femmes qui ont eu un cancer après effectivement des chimios, dans l'officine, sur du bien-être, sur de la lingerie, sur des perruques, sur un maquillage qui est spécifique, comment on les conseille, puisque une fois que vous êtes parti d'un hôpital, vous vous retrouvez un petit peu toute seule ou tout seul après une chimio, après des pertes de cheveux et autres, et vous avez besoin d'un conseil. Donc on a ce qu'on appelle des zones de confidentialité, donc vous ne vous retrouvez pas au milieu de l'officine avec le pharmacien, vous vous retrouvez dans un salon un peu VIP, où là on va vous proposer une lingerie adaptée, des perruques, un maquillage particulier, des crèmes d'hydratation, et on est en train de développer aussi des services autour du cancer. On travaille avec Cancer at Work, qui est une association très importante en France, qui accompagne toutes les personnes qui ont eu un cancer à retrouver un travail, et qui fait des maillages avec les DRH de France, etc. Donc on va au-delà du produit, on va vers le service et l'accompagnement humain de ce sujet sociétal qui est le cancer. C'était une demande du patient, ça? Comment... Énorme. C'est une énorme demande du patient. La plupart des personnes qui sortent de centres anticancéreux, une fois qu'ils ont subi effectivement des opérations, une chimio, etc., se retrouvent un peu toutes seules. Et est-ce que je vais voir mon médecin généraliste, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour moi sur la notion de bien-être, d'accompagnement, de reprendre confiance en soi, de séduction? Personne n'était là. Et aujourd'hui, le pharmacien a pris cette place. Et il le prend avec plaisir, parce que le pharmacien est effectivement quelqu'un qui est énormément dans l'écoute, dans l'accompagnement, dans le conseil, et ça répond à un vrai problème sociétal qui est le cancer. La pharmacie n'est plus uniquement aujourd'hui un commerce. Absolument. De vente de médicaments. Non, il n'est plus que... Il n'était uniquement. Voilà, maintenant, il y a des services qui se développent, effectivement, un accompagnement humain qui est beaucoup plus fort. C'est du commerce de proximité, comme on peut le voir dans d'autres activités. Donc la notion de proximité, de confidence, d'accompagnement, de coaching aussi. On rentre aussi sur des sujets de coaching sportif, parce que coaching alimentaire. Des personnes qui ont des cancers ont une nutrition particulière, une façon effectivement demain une vie qui doit être différente, et elle doit être accompagnée par les conseils du pharmacien. Et alors comment on fait pour être responsable quand on vend des médicaments dont les compositions peuvent être mises en cause, etc. Alors on n'est pas responsable de tout. Voilà. L'industrie pharmaceutique. On ne peut pas refuser de vendre des médicaments, par exemple, qui seraient controversés, ou comment ça se passe? Aujourd'hui, les médicaments en France sont quand même énormément contrôlés. Il n'y a pas tellement de controverses, ou alors c'est post-application, mais aujourd'hui, on a mais encourager, par exemple, de la parapharmacie ou des choses comme ça? Oui, alors on est complètement... Alors, le docteur en pharmacie a effectivement toutes les compétences aujourd'hui pour accompagner, conseiller, affiner effectivement des prescriptions et puis des conseils. Donc, on a vraiment affaire à un expert dans le domaine. Il n'y a pas de danger et il n'y a pas non plus de controverse par rapport aux médicaments. Pour rester sur le médicament, ça fait quelques années qu'on parle du médicament unique. Aujourd'hui, dans les pharmacies, on continue quand même beaucoup à vendre des paquets de médicaments qui ne servent pas entièrement. Ça, on en est où là-dessus? Est-ce que ça avance? Non, on est... alors, il y a sur la partie parapharmacie, etc., il y a le vrac, donc on voit déjà que là,
le fait d'être à la mesure la plus près possible du besoin de la patientèle, on est déjà sur le sujet. Et sur la partie médicaments. Pas sur tous les médicaments. Non, là j'étais sur la partie parapharmacie. Pour revenir sur la partie médicaments, pour vous dire que les choses changent sur toute la transversalité de l'officine. Sur la partie médicaments, l'impact environnemental, il est énorme. C'est-à-dire qu'on va effectivement vous administrer la bonne dose exacte de médicaments pour éviter effectivement du gâchis, pour éviter des surdoses. Donc là, il y a un véritable conseil du pharmacien pour être au plus près. Donc là, on est dans une démarche économique, mais aussi écologique, d'anti-gaspillage et d'éviter de fournir 3-4 boîtes de médicaments alors qu'on en a besoin que d'une. Donc ça, c'est vraiment, je ne vais pas dire une révolution, parce que chez Pharmavie, ça se faisait depuis longtemps, mais c'est une véritable prise de conscience qu'aujourd'hui, on doit absolument bien doser ce qu'on doit administrer. Parce qu'on peut pas vraiment recycler les médicaments. Il y a un système de comment ça se passe? Oui, on a une filière aujourd'hui, évidemment, vous le savez, en tant que consommatrice, lorsque vous avez des médicaments dans votre pharmacie qui sont périmés, vous devez, entre guillemets, les ramener chez votre pharmacien. Un devoir de citoyen, parce que ça peut être dangereux pour vos enfants s'ils le prennent, et c'est jamais bon effectivement d'avoir des médicaments périmés dans votre pharmacie. Donc l'idée, c'est de ramener effectivement vos médicaments périmés dans l'officine de votre quartier, et là il y a une filière. Ça vous incitez, hein, vous. À ça, on incite énormément de le faire, d'abord pour des problèmes de santé publique, pour éviter qu'il y ait des accidents chez vous, que vous preniez dans 3-4 ans un médicament périmé, mais c'est aussi parce qu'il y a une filière aussi, entre guillemets, écologique de récupération, à ce qu'on appelle la cyclamède, qui récupère effectivement tous les médicaments usagés, et après il y a un traitement qui est fait effectivement du plastique, des médicaments, donc il y a une forme de recycling des médicaments usagés. Donc ça existe déjà, on communique de plus en plus dessus, parce qu'il y a pas mal de gens qui ne le savent pas, mais ça c'est déjà en place dans la filière. Et pour les emballages aussi des médicaments, alors là on travaille aujourd'hui justement sur cette séparation entre le plastique, l'emballage carton et le médicament en soi. Donc là il y a encore des progrès à faire effectivement sur le fait de dissocier les deux choses. Aujourd'hui on prend tout, et après il y a un traitement. Mais l'idée, c'est un peu comme dans votre domicile, c'est d'avoir une poubelle sur le plastique et une poubelle sur le biodéchet. Là, c'est d'avoir en gros une poubelle pour le carton et le métal du médicament, enfin les emballages en aluminium, et de l'autre côté le médicament pur. Donc là, il y a une démarche en amont qui doit être faite et qui n'est pas encore complètement fait en amont de la filière. Oui, voilà. Est-ce qu'on va assez loin? Pas encore. Pas encore, mais on y travaille. On y travaille, absolument. Okay. L'impact environnemental, juste pour terminer, ça aussi, c'est un objectif pour vous très important. Votre impact environnemental, est-ce que vous le calculez d'une manière très claire chez Pharmavie? Vous avez un réseau de 600 officines. Est-ce que vous avez un outil qui vous permet de calculer très concrètement? Alors, les outils, en fait, on utilise les outils des autres. C'est-à-dire que quand on va prendre des avions, on va prendre les outils des compagnies aériennes qui nous disent, voilà, vous voyagez à 400-500, donc voilà l'impact CO2 que vous allez avoir. Et de cet impact CO2, on le traduit aujourd'hui sur le net. Il y a plein de possibilités. Il y a plein de calculateurs, de simulateurs de ce que votre impact sur l'environnement lorsque vous vous déplacez. Donc là, on a mis en place depuis l'année dernière un système qui permet à chaque fois qu'avec nos pharmaciens, on va dans un congrès à l'étranger, de dire, il y a telle tonne de CO2 qui vont être produits à cause de ces déplacements en avion, et on va planter tant d'arbres. Et ça, c'est aussi une révolution dans le monde officinal, c'est de dire, on se déplace à 500, on va planter 25 000 arbres pour compenser. Ça, c'est tout nouveau. Ça avait été fait dans les enseignes comme Yves Rocher, etc. C'était des choses dans le retail qui étaient très, très utilisées et qui avaient un véritable sens. C'est aussi le sens sociétal que doit donner une entreprise par rapport à son activité. Et ça, c'est ce qu'on a commencé à faire depuis l'année dernière. Donc là, on va avoir un congrès, je l'espère, l'année prochaine, si on peut se déplacer en Europe à 500 personnes, pouvoir effectivement planter 25 000 arbres sur un déplacement qu'on fera à Madrid, par exemple, avec 500 personnes. Donc c'est vraiment une démarche proactive aujourd'hui sur l'environnement. Merci beaucoup Pierre-Alexandre Mouret d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir parlé pharmacie et développement durable. Merci beaucoup. On passe maintenant à l'édito d'Émilie. Milagro, c'est le nom du premier volet d'une nouvelle série de bandes dessinées dédiées aux aventures de Sea Shepherd, célèbre ONG active pour la défense des océans. Guillaume Mazurage, jeune dessinateur passionné de navigation et de plongée sous-marine, embarque le lecteur à bord du John Paul DeJoria, un navire appartenant à la célèbre organisation du capitaine Paul Watson. La BD s'inspire d'histoires vraies dont le dessinateur a été témoin lors d'un voyage au large vécu avec l'ONG. Cet album d'aventure s'adresse aux générations actuelles et futures. Il illustre le combat
quotidien de ces éco-pirates qui se battent farouchement pour protéger les océans maltraités par la cupidité de l'homme. Pour cette première BD, le dessinateur nous plonge en Basse-Californie, dans les eaux turquoises de la mer de Cortez. L'équipage de Sea Shepherd et les braconniers financés par les cartels se livrent une guerre sans merci. L'enjeu de ce conflit, la sauvegarde du vaquita, le mammifère marin le plus rare au monde, dont l'existence est menacée. Merci Émilie, c'est maintenant l'heure de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Notre débat RSE porte aujourd'hui sur les solutions aux pénuries d'eau en France. Pour en parler sur le plateau, j'accueille tout de suite Frédéric Van Hems, qui est directeur général Eau France de Veolia. Bonjour. Bonjour. Et Éric Tardieu, directeur général de l'Office international de l'eau. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous. Manque-t-on d'eau en France? Première question pour vous. Aujourd'hui, on n'en manque pas encore, mais on sent bien qu'il y a une pression de plus en plus importante et que nous allons connaître du stress hydrique de plus en plus avec le changement climatique. Alors, c'est vrai qu'en France, on était habitué depuis très longtemps à tourner le robinet et à avoir de l'eau potable, quoi qu'il arrive. Donc, ce n'était pas un sujet, personne ne s'en occupait. Et puis, le changement climatique arrive et le fait que tout un tas d'investissements n'aient plus été faits normalement depuis 10-15 ans, et donc il y a un problème. Et les Français s'en rendent compte d'ailleurs. Il y a quelque part un avant et un après 2019. On a fait des études avec l'Institut ELAB qui ont montré que à partir de 2019, 86% des Français se disent il y a un vrai problème environnemental et l'eau est une priorité de ce problème environnemental. Puis vous vous en rappelez sans doute, l'été dernier, il y avait beaucoup d'images à la télévision qui montraient un certain nombre de villages qui étaient alimentés par des camions-citernes. Donc il y avait pénurie d'eau. Donc c'est un vrai sujet et c'est un sujet qui va s'aggraver dans les années qui viennent si rien n'est fait. Alors la bonne nouvelle, c'est que des solutions existent. Il y a des solutions techniques, il y a des solutions technologiques pour remédier à ce problème. Un mot sur le constat aussi, vous en tant que directeur de l'Office international de l'eau. Je confirme, hein, nous on aime bien résumer la situation en disant que le changement climatique c'est ici et maintenant. On a pu avoir tendance en France à considérer qu'on serait à l'abri des impacts et non, et notamment l'année dernière en 2019, ça a été clairement marqué, y compris pour un usage aussi crucial et prioritaire que l'eau potable dans certaines régions. Mais la question se pose de manière encore plus large pour l'agriculture en particulier, et il y a des réflexions qui s'accélèrent sur les productions de la ferme France qui vont devoir s'adapter à une donne un petit peu différente. L'industrie s'est adaptée depuis très longtemps à des économies d'eau et à du recyclage d'eau usée, et c'est heureux. Mais oui, je pense que tout le monde, hein, tous les consommateurs doivent s'habituer à cet impact du changement climatique en termes d'économie des usages de l'eau, et peut-être aussi un jour en impact sur le prix de l'eau, puisque c'est quelque chose qui va devoir traduire à un moment donné cette difficulté supplémentaire à assurer l'alimentation en eau à tous les usagers. Mais donc on n'ouvrira plus notre robinet de la même manière aujourd'hui, il faut qu'on se le dise. Alors tout va être fait et des tas d'hommes et de femmes sont derrière les tuyaux. C'est un métier qui est à la fois très technique et très humain, souvent invisible. Alors la crise que nous venons de vivre, la crise du Covid, elle a un peu mis les projecteurs sur ces métiers invisibles. Les Français, quand ils applaudissaient à 20h le soir, ils applaudissaient bien sûr le personnel soignant d'abord, mais ils applaudissaient aussi les gens qui collectent les ordures, les gens qui s'occupent de tous ces services essentiels. Donc tous ces gens mobilisés, ils sont là pour que dans les années qui viennent, les Français puissent continuer à tourner le robinet et avoir de l'eau bonne à boire pour la santé. Alors quelles sont les solutions justement? On en parlait, là, il y a une prise de conscience de cette ressource rare qu'est l'eau. Quelles sont les solutions pour cette pénurie? Est-ce que c'est de relocaliser peut-être le traitement des eaux usées, traitées? Aujourd'hui, le traitement de l'eau, c'est toujours local. Vous savez, 1 litre, ça pèse 1 kilo. En moyenne, on amène 120 tonnes d'eau au domicile, chez vous, chaque année, et on récupère 120 tonnes d'eau usée. Donc c'est toujours très très local. Et c'est normal parce que ça vient de la rivière, de la nappe phréatique, de la source locale. Et c'est toujours différent. Donc c'est déjà local aujourd'hui.
Le problème, c'est qu'un certain nombre d'investissements n'ont pas été faits pendant des années pour mettre un tuyau entre deux communes, pour mettre les traitements nécessaires dans une usine d'eau potable pour qu'elle soit capable d'utiliser une eau qui est peut-être plus polluée, donc de plus la dépolluer avant de la mettre dans les tuyaux. Et puis le manque qui va arriver avec le changement climatique, nous pensons qu'il impose le fait de généraliser une solution d'économie circulaire sur l'eau, qui est ce qu'on appelle la réutilisation des eaux usées traitées, le reut ou le reuse en anglais. Mais on préfère le terme de réutilisation des eaux usées traitées, parce que ça montre bien que ces eaux, elles sont traitées avant d'être réutilisées. Je vous poserai une question pour vous faire comprendre. Est-ce que vous trouvez normal d'aller laver votre voiture à l'eau potable ? Est-ce que vous trouvez normal que l'on nettoie les voiries à l'eau potable ? Et pour l'agriculture, est-ce qu'on ne peut pas utiliser justement cette eau recyclée ? On en est tout à fait capable. Les solutions technologiques existent, sont prouvées. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est des choses qui fonctionnent depuis 10 ans, 15 ans et que l'on devrait maintenant passer à l'échelle. C'est pourquoi alors ? C'est parce que c'est un problème d'accord avec les maires, avec les institutions publiques, c'est ça, qui freinent ? C'est parfois un problème de gouvernance, vous avez raison. Comme c'est local, des fois, il n'y a pas toujours la gouvernance qui fait que les maires se parlent ensemble ou se mettent d'accord sur qui doit porter l'investissement. C'est aussi un problème de réglementation. C'est-à-dire qu'on a une réglementation qui est aujourd'hui en France, de ce point de vue-là, très rétrograde et paralysante. Et l'Europe nous pousse maintenant à développer la réutilisation des eaux usées traitées. Et puis, c'est le fait d'investir dans des solutions pour que les tuyaux qui doivent être mis en place le soient, que les usines d'eau potable ou les stations d'épuration améliorent encore leur traitement pour que justement l'eau qui en ressort, plutôt qu'à d'être rejetée dans la rivière ou dans la mer sans être réutilisée, puisse l'être. On est prêt en France pour la réhute ou la reuse ? Alors, on est prêt au plan des technologies. C'est vrai qu'il y a une réticence ou un retard français, puisqu'on est assez largement en dessous des 1% de réutilisation des eaux usées traitées en France, là où à l'échelle européenne, l'Italie et l'Espagne sont entre 8 et 14%, ou en Israël, on est à quasiment 80%. Donc, il y a une marge, on va dire, de progrès sur ces sujets-là qui est énorme et qu'on va devoir exploiter. Et c'est vrai qu'il y a un enjeu réglementaire très important en France, puisque la priorité réglementaire a été donnée, c'est notre culture française, à une approche vraiment gestion du risque sanitaire, et que ça doit être effectivement rééquilibré et à l'échelle française et à l'échelle européenne. Et il y a des sujets comme ça. Il y a un objectif de politique publique nationale depuis les Assises nationales de l'eau l'année dernière, qui est de tripler la quantité d'eau réutilisée en France. C'est en bonne voie. Alors c'est en bonne voie, mais vous voyez, tripler quelque chose qui est entre 0,1 et 1%, ça va nous laisser quand même assez loin derrière d'autres pays européens. Et c'est vrai qu'il y a ce travail réglementaire, il y a sûrement ce travail culturel. Il y a un enjeu d'acceptabilité sociale, pourrait-on dire un peu rapidement autour de ça. Et la maturité française n'est pas la même que celle qu'on peut rencontrer en Espagne ou en Israël ou en Californie, pour citer ces exemples-là. Sans doute aussi des calculs économiques qui n'ont pas été complètement faits. L'eau du robinet reste assez peu chère en France. C'est un produit très, très abordable comparé à d'autres pays. Un pays comme le Japon, ça fait 30 ans que dans les immeubles, vous avez un double circuit d'eau. L'eau potable et puis l'eau réutilisée pour les toilettes, pour les sprinklers anti-incendie. Bon, ça, c'est en France ni réglementairement, ni économiquement possible aujourd'hui. C'est évidemment des réflexions qu'il faut qu'on mène pour s'aligner sur des normes internationales qui sont quand même beaucoup plus dynamiques que ce qu'on rencontre chez nous. Pour Veolia, en tout cas, c'est la solution rationnelle aux pénuries d'eau, cette réutilisation. C'est une des solutions, incontestablement. Je pense que dans quelques années, les gens ne comprendraient pas qu'on ne soit pas en économie circulaire sur l'eau. Et ça va devenir coupable de rejeter cette eau qui pourrait être réutilisée et qu'elle ne le soit pas. Alors l'acceptabilité, Eric l'évoquait à juste titre, c'est un vrai sujet. Et je pense qu'on est en train de beaucoup progresser de ce point de vue-là. D'abord parce qu'il y a cette prise de conscience de l'urgence écologique, il y a cette prise de conscience que l'eau est le marqueur du changement climatique par ses manques et par ses excès. Et l'étude que nous avons faite avec ELAB montre qu'aujourd'hui, il y a 83% des Français qui seraient prêts à utiliser de l'eau retraitée et qui seraient même prêts à la boire.
Alors, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. On est tout à fait capable technologiquement. À Singapour, en Namibie, ça se fait déjà. Mais au moins pour l'agriculture, par exemple, pour le lavage des voitures, pour le nettoyage des voiries, pour tout un tas d'usages de ce type-là. Et les Français, maintenant, ils sont prêts. Donc, il faut que la réglementation bouge, qu'elle permette d'aller de l'avant. Et puis, il faut que des investissements soient faits. Et là, quelque part, autre bonne nouvelle, si je puis dire, il y a eu un avant et un après prise de conscience en 2019. Il y a aussi un avant et un après 2020 avec la crise du Covid, qui a montré plus que jamais qu'il y avait besoin d'eau pour se laver les mains, pour pouvoir rester confiné. Cette crise a montré ça. On va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir débattu sur notre plateau. Merci à vous. On va maintenant passer à la bonne idée du jour. La bonne idée du jour est celle de Diane Semama, qui est la cofondatrice de Dream Act. On l'accueille tout de suite en plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Diane. Est-ce que vous pouvez nous présenter Dream Act ? Oui, bien sûr. Alors, Dream Act, c'est une entreprise sociale qui a 4 ans déjà, qui compte une bonne quinzaine de salariés. Et notre activité, c'est d'aller dénicher des petits artisans, des petites marques engagées sur l'écologie, sur l'impact sociétal. On les sélectionne, on vérifie leur impact et ensuite on distribue leurs produits via 2 canaux, via un site web qui est en fait une marketplace de marques éthiques et via le canal des objets publicitaires. Donc là, notre cible, c'est des professionnels, des collectivités qui souhaitent réduire leurs déchets au quotidien en achetant des objets logotés à leur image. Voilà. Et donc sur quels critères alors exactement vous les choisissez, ces artisans ? Est-ce qu'il faut qu'ils remplissent des cases ? Oui, bien sûr. Alors on a tout un processus très rigoureux. D'abord, on s'entretient et on tient vraiment à s'entretenir, à rencontrer le dirigeant de ces petites entreprises. Ça nous permet de vérifier la sincérité dans ces temps où tout le monde parle de plus en plus de consommation responsable, mais parfois avec une notion très creuse derrière. Ça nous permet de filtrer la sincérité de volonté de changer les choses. Ensuite, ils doivent remplir un questionnaire d'impact, donc différent en fonction de si c'est une marque de mode ou de cosmétiques, bien sûr. Concrètement, il faut qu'ils puissent nous décomposer les matières premières, qui fabriquent leurs produits, comment, dans quelles conditions. Et on vérifie tout ça. Et ensuite, ça passe aux mains d'un comité éthique indépendant, composé d'experts qui nous aident à y voir plus clair et à décrypter aussi des matières polémiques ou autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel type de produit vous avez sur votre site ? Oui, alors sur la marketplace pour les citoyens, on peut acheter de la mode et des accessoires de mode, des produits cosmétiques et tout ce qui va concerner l'univers enfant, ainsi que le mobilier. En fait, c'est des achats qu'on peut faire du coup au quotidien et sur lesquels aujourd'hui on a peu d'alternatives responsables ou en tout cas peu de transparence derrière ce qu'on achète. Et nous, nos clients sont très, très majoritairement des gens qui habitent des petites villes partout en France et qui, malheureusement, ont vu leur centre-ville se déserter au profit de grandes enseignes en périphérie, qui sont que des chaînes qui, même si elles parlent de plus en plus de responsabilité, derrière, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. On ne saura jamais très bien comment un t-shirt en coton bio continue à valoir 5 €. Et du coup, voilà, notre volonté, c'est d'apporter cette transparence derrière ces produits. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir présenté Dream Act, d'avoir parlé consommation responsable. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact, mais on vous retrouve très bientôt avec Émilie. Et oui, Eva, on vous retrouve très vite pour une nouvelle émission de nouvelles solutions. À très bientôt.